Bonjour à tous, je m'appelle Walid Ben Abderrahmane, je suis architecte solution chez Amazon Web Services depuis 2 ans. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut architecturer, comment on peut inclure la sécurité by design dans l'architecture, dans la conception de vos workloads du premier jour. Pourquoi on parlera de la sécurité? Parce que la sécurité chez AWS est notre première priorité. C'est Day Zero Job et ça doit être le cas pour vous. La sécurité chez AWS est une responsabilité partagée. Il y a une responsabilité entre AWS et vous. Et ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est de vous donner des pratiques, des points à faire tout de suite après le webinaire pour votre partie de la responsabilité partagée. Donc on va essayer de voir comment on peut mettre de la sécurité by design sur les workloads que vous allez faire tourner sur AWS. Quand on parle de sécurité by design, aujourd'hui on va essayer de voir ensemble ces points-là. Premier point, comment on peut implémenter une identité forte sur AWS, comment on peut activer la traçabilité et la visibilité d'un point de vue sécurité sur AWS, comment on peut l'appliquer à tous les niveaux, justement. On parle de plusieurs couches de sécurité. D'ailleurs, d'une manière générale, quand on parle de sécurité, on parle de couches de contrôle, et plus on en a, et plus on peut se rapprocher d'une sécurité plus importante. Mais bien sûr, en réduisant au maximum la complexité pour vous et pour vos workloads. On parlera de la protection de données, transit et at rest, et on parlera comment on automatise les best practices de sécurité dont on parle. D'une manière générale, d'ailleurs, sur AWS, on parle beaucoup d'automatisation et c'est quelque chose qu'on vous recommande de faire fortement. Ça vous simplifie la vie et ça vous apporte de l'efficacité et de la scalabilité. Ça vous apporte un élément supplémentaire dans votre équipe qui est l'automate ou qui est le script qui va être utilisé derrière sur AWS. Et puis après, le dernier point qu'on va essayer de voir, c'est comment on se prépare quand il y a des événements de sécurité. Donc on peut avoir toujours des événements de sécurité. L'idée, c'est comment on se prépare en amont au cas où il y a un événement de sécurité. Quelles sont les procédures que je vais mettre en place pour répondre à ces événements. Okay. Donc là, on va essayer de voir aujourd'hui la partie, on va commencer par la partie identité. Alors l'identité, c'est, je pense, la première chose quand vous arrivez sur AWS. On commence par l'identité, par ce service qui s'appelle Identité AWS, Identity and Access Management, ou IAM. C'est quand vous créez votre compte sur AWS, vous allez, première chose que vous allez faire, c'est de définir des utilisateurs, des groupes d'utilisateurs, et vous allez leur donner les autorisations et les droits nécessaires pour pouvoir travailler sur AWS. On passe par les notions suivantes, qui sont l'utilisateur IAM, donc Identity and Access Management User. On parle de groupe d'utilisateurs, donc on crée un utilisateur. Comme best practice d'une manière générale, on affecte ces utilisateurs-là à des groupes, et ensuite on donne des droits à ces utilisateurs-là. Des droits qui peuvent être par exemple de démarrer une machine virtuelle, de définir un réseau, de démarrer une base de données, de l'arrêter, de faire des backups sur cette base de données, ainsi de suite. C'est les autorisations que vous allez donner à ces utilisateurs-là ou à ces groupes d'utilisateurs. On parle de rôle sur IAM, qui est une identité logique que vous pouvez endosser vous-même en tant qu'utilisateur ou que vous pouvez donner à un service. Même les services sur AWS ont besoin d'avoir des droits, ont besoin d'avoir de l'autorisation pour prendre une action sur AWS. Après, on parle de policy, donc c'est les politiques que vous allez écrire ou que AWS vous propose via les managed services, via les managed policy, et dans lequel vous allez avoir des autorisations qui sont déjà prédéfinies par AWS que vous pouvez utiliser, que vous pouvez affecter à votre groupe d'utilisateurs ou à vos rôles qui vont être utilisés par les services. Donc voilà les 4 piliers de l'Identity Access Management qu'on trouve dans AWS IAM. Il y a un autre qui est la fédération d'identité, justement, dont on va parler rapidement par la suite. Alors, les actions, comme je vous disais, on va essayer d'avoir justement sur cette section des points, des bullet points rapides que vous devez faire à la fin de cette session-là. À la fin, on fera une démo. Je vous présenterai les quelques services AWS que vous pouvez utiliser pour la partie sécurité sur AWS. Alors, premier point, je pense qu'on en parle assez souvent. Vous nous entendez parler de ce qu'on appelle le root account. Le root account qui est le compte c'est le compte que vous avez utilisé pour créer la toute première fois le compte AWS, ce qu'on appelle le root account.
celui-là ne doit jamais être utilisé pendant votre usage, pendant l'utilisation de votre compte en production. Jamais. Vous voyez, il y a 2 astérix, should never, pour dire qu'il y a quelques actions qui sont, eux, il n'y a que le root account qui peut les faire. Il y a une quinzaine, c'est une liste qui est disponible sur la documentation AWS, que le root account peut faire. Par exemple, arrêter un compte. Hein. Par exemple, souscrire à un support AWS. En dehors de cela, n'utilisez jamais ce compte root. Ce que vous devez faire, c'est de créer un compte super admin et lui donner tous les droits admin pour prendre des actions à l'intérieur de votre plateforme ou du compte AWS. On en reparlera quand on va créer les utilisateurs. C'est première action, pas utiliser le root account. Deuxième action, affecter ou activer le MFA, Multifactor Authentification, sur l'utilisateur root. Étant donné que c'est le compte le plus important, il faut lui activer une deuxième authentification. La première qui est par mot de passe, la deuxième par un token physique que vous pouvez trouver sur Amazon, que vous pouvez associer à ce root account. Ce token-là, il est aussi précieux que votre mot de passe, bien sûr. Ce token-là, il faut le garder dans un lieu sécurisé. Si vous avez un coffre-fort, mettez-le dans un coffre-fort. Si vous n'avez pas de coffre-fort, essayez de le mettre dans un endroit qui est sécurisé. Ça, c'est très important. Ensuite, on parle des politiques password, des policies de mots de passe que vous allez utiliser, que ce soit sur ce root account ou les autres utilisateurs que vous allez créer justement par la suite. Les utilisateurs justement qu'on va créer par la suite, eux aussi, il faut leur affecter des MFA. Là, vous pouvez soit utiliser des MFA physiques, des tokens physiques que vous trouverez sur Amazon, ou bien des MFA logiques via Google Authenticator ou autres que vous pouvez trouver sur votre mobile. Donc vous leur donnez le droit et l'accès pour pouvoir définir ces MFA-là et à partir de là, ils peuvent les utiliser. Et en même temps, vous enforcez la politique de password. Quand on dit enforcer la politique de password, c'est-à-dire dire qu'il faut avoir une certaine longueur minimum, 10, 12 caractères, mettre des caractères alphanumériques, ainsi de suite. Donc tout cela, vous pouvez l'enforcer quand vous donnez les droits à ces utilisateurs-là de créer leur mot de passe. Un autre point important qu'il faudra faire, ces utilisateurs-là, il faut leur donner le moins de privilèges possible. D'accord? Donc c'est une règle de sécurité, liste privilèges à ces utilisateurs-là. Donc si leur fonction est de démarrer des instances, de créer des templates CloudFormation, de s'occuper de la base de données, ainsi de suite, vous leur donnez les droits nécessaires minimum pour faire ce travail-là. En dehors de ça, ils n'ont pas le droit d'avoir tous les droits sur la plateforme. D'accord? Et après, vous pouvez leur donner des rôles, vous pouvez leur donner des rôles qu'ils peuvent assumer d'une manière temporaire ou permanente pour, par exemple, pouvoir créer, imaginons à quelqu'un qui fait de la base de données, on peut lui donner des droits temporaires pour, par exemple, créer un network, pour pouvoir créer des règles firewall, pour pouvoir travailler sur AWS, en plus de ses droits initiaux. D'accord? Quelque chose d'important ensuite par la suite, c'est d'auditer les policies que vous leur donnez. Donc vous donnez des droits, des autorisations. Ce qui est intéressant, on a un service qui s'appelle IAM Access Advisor qui vous donnera une visibilité sur l'usage de ces policies-là au sein de votre compte AWS. Donc n'hésitez pas à l'utiliser en même temps en donnant les droits, on va dire les moins de privilèges d'une manière générale. Alors, je parlais tout à l'heure de la fédération d'identité. La fédération d'identité, donc là, vous avez vu, on peut créer des identités directement sur AWS. Donc, vous pouvez créer des identités, des usernames et des mots de passe et vous leur donnez des règles MFA. Mais par contre, vous pouvez faire de la fédération d'identité. Il y a du SAMLv2. Par exemple, en vous connectant avec une identité externe, un fournisseur d'identité externe, ça peut être, par exemple, Amazon, Google, Facebook ou autres, qui peuvent, eux, gérer la partie identité. Donc, ils vous donnent sont les fournisseurs d'identité que vous allez utiliser sur AWS. Donc vous n'avez pas besoin de créer les identités, ils sont à l'extérieur et on va faire de la fédération. Ce qui n'empêche pas que par la suite, vous devez donner toujours des droits via IAM, donc via Identity Access Management, à ces utilisateurs-là qui sont authentifiés via les fournisseurs d'identité qui peuvent être externes à AWS. Donc la fédération d'identité est une possibilité qui vous permet de centraliser, surtout quand vous avez plusieurs comptes AWS, au lieu de recréer l'identité sur tous les comptes d'une manière générale,
Ce qui est bien, c'est de passer par une identité centrale et de pouvoir l'utiliser un peu partout sur les comptes AWS, au sens compte global AWS et non pas compte utilisateur. N'hésitez pas à utiliser AWS Secret Manager ou autre pour pouvoir garder les identifiants ou les mots de passe que vous utilisez, notamment dans des services comme les bases de données, au lieu de les garder dans un endroit qui n'est pas sécurisé. Secret Manager est un service AWS qui vous permet de stocker ces credentials-là d'une manière sécurisée et chiffrée, où vous pouvez par exemple faire de la rotation de mots de passe d'une manière générale. Un dernier point sur l'Identity Access Management est celui des credentials. Les credentials, on a deux types de credentials. C'est d'un côté username password et on a ce qu'on appelle les access keys et secret keys, qui sont des clés qu'on utilise pour signer les appels API vers AWS. Cela, un point très important, on peut les générer statiquement pour les utilisateurs, il ne faut jamais les garder ou il ne faut jamais les stocker avec votre code. Jamais, jamais, jamais. Et jamais remettre ce code-là à l'extérieur sur un guide public avec des access keys, secret keys qui appartiennent à votre compte. C'est une erreur. Il y a pas mal de malins qui sont en train de scanner les guides externes à la recherche de ces tokens-là qui leur permettent de mener une action vers vos comptes. Ne faites pas ça. Au contraire, faites ce qu'on appelle avec AWS STS, des tokens temporaires qui ont une durée de vie minimale qui vous permettent de prendre des actions sur la plateforme AWS. D'accord ? Donc, vous avez des mécanismes qui vous permettent de signer ces appels API depuis vos applications-là sans avoir à générer des access keys et des secret keys ou des tokens qui sont stockés sur Git. D'ailleurs, d'une manière générale, ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que dès qu'il y a une mesure de sécurité qui a été faite par AWS, quand on vous dit que la sécurité est pour nous notre première priorité, dès qu'on a un access key, secret key qui est mis sur un Git, on a une alerte tout de suite et vous avez une alerte tout de suite pour vous dire attention, vous avez vos access keys, secret keys qui sont sur votre plateforme. Quand je dis tout de suite, c'est dans les minutes qui suivent quand vous faites un push sur un Git externe. Par contre, ne le faites pas. Alors voilà, concernant les points d'une manière générale sur Identity Access Management. Il y a quelques ressources d'ailleurs qui sont ici, qu'on vous partagera par la suite, qui vous permettent de reprendre ces points et de pouvoir voir comment on peut les appliquer, comment par exemple on peut utiliser AWS STS. Donc ça, c'est le premier point qui est la partie identité. Deuxième point qui est la partie traçabilité. Comment on peut avoir de la visibilité sur les événements qui sont sur AWS. C'est-à-dire que plus on a de visibilité, plus on sait ce qui se passe au niveau applicatif, au niveau du compte, plus je peux prendre des mesures nécessaires pour contrer ces attaques ou ces événements de sécurité d'une manière générale. Alors, pour pouvoir le faire, on va parler, première chose, de la détection. AWS vous donne des moyens de détecter ce qui se passe à l'intérieur de votre plateforme. Alors, premier service qu'on va utiliser, c'est AWS CloudTrail. Alors, CloudTrail, c'est un service AWS qui permet de loguer la majorité des appels API sur AWS. Alors, d'une manière générale, vous savez très bien que tout ce qu'on fait sur AWS, tout ce que vous faites sur la console ou par CLI ou autre, c'est des API qui sont derrière. Donc, toutes ces API-là, elles sont loguées. D'accord ? Et les logs, elles sont journalisées dans AWS CloudTrail. AWS CloudTrail est activé par défaut sur vos comptes. Par contre, ce qu'on vous demande de faire, c'est de le customiser. C'est-à-dire de décrire ces logs-là sur un bucket S3. S3 qui est notre service de stockage objet, de les archiver sur ça, de les lire et de prendre des actions en se basant sur ce CloudTrail-là, sur ces logs-là. C'est très important pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de votre plateforme. Ça, c'est une action immédiate à faire justement après. Activer et customiser votre CloudTrail sur toutes les régions AWS. Il y a des scripts qui sont disponibles sur AWS. Vous pouvez le faire manuellement, mais faites-le. D'accord ? Donc, c'est très important à faire. Deuxième service, c'est AWS, c'est Amazon GuardDuty. Alors, Amazon GuardDuty est un service qu'on verra justement pendant la démo qui vous permet de détecter des threats, des attaques éventuelles d'une manière intelligente. Il permet de répondre à un besoin au niveau cloud, à répondre à un besoin à l'échelle. Il analyse d'une manière continue les différents logs qui sont, on verra justement par la suite, qui sont issus de CloudTrail, de VPC Flowlog, qui sont les logs raisons, ainsi de suite, et qui vous permet de détecter ces threats-là. Par exemple, vous avez une attaque brute force ou autre, GuardDuty vous permet et vous notifie de manière continue sur ce qui se passe à l'intérieur de votre plateforme. C'est un service à considérer d'une manière
général, global, c'est un très bon service qui est très largement adopté par nos clients parce qu'il leur permet d'une manière rapide de détecter un certain nombre, on parle de 43 threads qui sont détectés ou plus maintenant, je pense, via GuardDuty. Un dernier service, AWS Config, qu'on verra justement à deux reprises. Le premier ici, c'est Config vous permet d'avoir une certaine compliance, de vous générer des rapports sur la configuration sur votre compte AWS, donc, qui permet de vous dire, par exemple, est-ce qu'un certain nombre de disques, si vous dites j'aimerais savoir si mes disques sont chiffrés, on vous dit clairement, et on verra justement quand on parlera de la protection de données, j'aimerais savoir si les disques sont chiffrés à Rest. Donc Config peut vous générer tous les jours un rapport qui vous dira clairement quels sont les disques attachés à mes machines virtuelles qui sont chiffrés, celles qui ne sont pas chiffrées. Donc ça vous permet d'avoir des rapports de compliance assez visibles, assez clairs, et de prendre des actions par la suite, on verra quand on parlera d'automatisation des actions, rapidement, directement avec AWS Config. Il y a un certain nombre de compliance qui sont proposés par AWS, mais vous pouvez aussi créer vous-même vos rapports de compliance, créer vous-même vos configurations, vos checks à faire directement avec AWS Config. Donc ça, c'est des services parmi les services qu'on utilise pour la partie détection. On verra justement par la suite GuardDuty et comment il fonctionne GuardDuty pendant la démo. Alors ça, c'est la première partie, la partie détection. La deuxième partie, c'est la partie métrique et log. Donc la partie métrique, je pense que ceux qui connaissent AWS connaissent Amazon CloudWatch, qui est notre service de monitoring. Il a deux fonctions. La première, c'est la partie monitoring. Il vous permet de remonter toutes les métriques, de les filtrer, de faire des agrégations, d'avoir des tableaux de bord, de générer des alarmes, des notifications que vous pouvez utiliser d'une manière générale, non pas juste pour la partie sécurité, mais vous pouvez le faire d'une manière générale pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de votre plateforme et qu'est-ce qui se passe sur votre application. D'accord? Donc après, vous pouvez il est intégré à tous les services AWS et ça vous permet d'avoir une visibilité rapide sur les applications et ce qui se passe à l'intérieur de votre plateforme. Deuxième partie de CloudWatch, c'est la partie log. Alors on a parlé de la partie métrique, la deuxième c'est la partie log. Donc sur la partie log, on peut trouver quoi? On peut trouver par exemple, on peut avoir un groupe de logs de ce qui arrive de CloudTrail si on le souhaite. On peut aussi avoir les logs applicatifs. Donc vous pouvez remonter les logs applicatifs sur CloudWatch Logs. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, vous pouvez faire des agrégations, vous pouvez requêter. Il y a un service qui est sorti pendant reInvent qui s'appelle AWS Insights. Vous pouvez faire des requêtes à l'intérieur de vos logs et de vérifier par rapport à des événements que vous peut-être prenez comme suspicieux, des actions par la suite. Donc ça, c'est très important. Il faut toujours loguer. Ce qu'on dit d'une manière générale, if it moves, log it. Si ça bouge, il faut la loguer. D'accord? Si ça ne bouge pas, il faut la loguer aussi. D'accord? Donc du coup, si ça ne bouge pas, pardon, regardez là, et si ça bouge, vous la loguez. Donc faites toujours des logs, que ce soit sur vos applications ou sur les services AWS qui sont proposés nativement. Il faut activer ces logs-là et les récupérer sur Amazon CloudWatch. Et le dernier, c'est Amazon CloudWatch Events qui vous permet de déclencher des événements sur votre plateforme. Celui-là, on le verra clairement sur la partie automatisation. Quand on dit un log qui va arriver, c'est-à-dire quand il y a un appel API qui arrive sur la plateforme, exemple, démarrer une instance EC2, dès qu'il y a une instance EC2, donc il y a un appel API qui va être lancé. Cet appel API-là, il va être logué sur CloudTrail et on peut le recevoir sur Amazon CloudWatch Events. Et à partir de ce moment-là, je peux prendre une action immédiate par la suite en se basant sur cet événement-là qui est j'ai démarré une instance EC2. Je peux par exemple lancer des vérifications sur ce que j'ai démarré comme instance. Alors, donc voilà, là c'est pour la partie métrique et log. Un point important que j'ai dit, que je répète sur ce slide-là, c'est il ne suffit pas juste de loguer et de stocker, donc ça c'est important, c'est des preuves pour vous et c'est des choses que vous pouvez retenir et utiliser par la suite, mais c'est aussi d'actionner, de lancer des actions en se basant sur ces logs, d'accord? Que ce soit des notifications, ça, via SMS, via un mail, vous recevez un mail via AWS CP Notification Service qui vous permet d'envoyer un mail ou un SMS ou une notification push, ou bien vous automatisez des réponses avec AWS Lambda, par exemple, qui vont se baser sur des actions que vous avez déjà créées. Donc, on verra justement quand on parlera de la partie automatisation et on essaiera de faire une petite démo par rapport à ça pour voir quel type d'action on peut faire quand on a des actions, quand on a des appels API à l'intérieur de la plateforme.
Alors, un dernier service que j'ai ajouté justement parce que dernièrement on l'a lancé sur Reinvent, c'est AWS Security Hub. Alors l'idée derrière AWS Security Hub, c'est que ça vous réduit cette complexité de voir tous les événements qu'on peut avoir à l'intérieur de la plateforme. D'accord? Et donc ça vous permet d'avoir un seul endroit, un seul dashboard où vous pouvez voir d'une manière simple et rapide ce qui se passe à l'intérieur de votre plateforme en se basant, il se base actuellement sur GuardDuty, dont on vient de parler, mais ici qu'on peut voir la partie données, on peut avoir Inspector qu'on verra quand on sécurisera la partie host, tout cela, ou même des événements externes, des partenaires AWS qui ont de l'expertise dans le monde de la sécurité, tout cela, on va le mettre dans un tableau de bord que vous pouvez voir d'une manière rapide et de prendre des actions automatisées par la suite en se basant sur cette partie-là, en se basant sur ce tableau de bord qu'on verra justement par la suite pendant la démo. Et donc, ça fait partie, je pense, des premières actions que vous pouvez faire tout de suite en lançant le tableau de bord aussi pour voir est-ce que vous êtes compliant par rapport aux requirements ou par rapport aux best practices qu'on vous recommande de faire. On verra justement par la suite. Alors, sur les actions, donc je résume les actions que je viens de donner. Première chose, customiser CloudTrail. C'est très important, faites-le tout de suite. C'est l'une des actions comme la partie, par exemple, root account. Celle-là, il faudra la faire aujourd'hui. Considérez l'usage de GuardDuty. GuardDuty, si vous ne l'avez pas activé, et on verra par la suite, vous propose 30 jours où vous pouvez le tester, l'essayer de voir à quoi ça correspond et vous pouvez voir à quoi peut correspondre votre pricing par rapport à GuardDuty. Toujours configurer, on a dit, le log. Au niveau applicatif et au niveau infrastructure. Les logs dont je parle d'un point de vue AWS, il y a CloudTrail Log dont je viens de parler, il y a les VPC Flow Log, il y a les DNS Log qui peuvent être remontés sur la plateforme, il y a les logs des ELB, ainsi de suite. Tout cela, vous devez le remonter sur CloudWatch Logs et l'analyser par la suite. GuardDuty vous simplifie la tâche, c'est pour cela qu'il faut le considérer et l'utiliser sur votre plateforme. Voici quelques ressources dans le même esprit. Vous pouvez voir les quelques services qui peuvent vous permettre et vous simplifier la tâche. Je n'en ai pas parlé par exemple d'Elasticsearch que vous pouvez utiliser pour analyser cette masse peut-être de logs qui remontent au niveau de la plateforme. Elasticsearch permet d'indexer ces logs-là, de faire des recherches, aussi d'avoir des tableaux de bord, ainsi de suite, que vous pouvez utiliser d'une manière simple et rapide sur la plateforme. D'ailleurs, un service Amazon Elasticsearch qui est un service managé qui vous permet d'avoir un cluster Elasticsearch sur AWS. Donc voilà pour la partie visibilité. Maintenant, on va parler de la partie sécurité à tous les niveaux. Donc, on parle de sécurité à tous les niveaux. Quand on parle de sécurité à tous les niveaux, on veut dire quoi? Alors, premier niveau, c'est niveau physique, c'est niveau data center, c'est niveau région, c'est niveau zone de disponibilité. Et ça, c'est la responsabilité d'AWS. Tout à l'heure, je vous parlais que la sécurité, quand vous travaillez sur AWS, c'est une responsabilité partagée. Il y a une partie qui est de la responsabilité d'AWS et l'autre partie qui est de votre responsabilité, comme par exemple activer CloudTrail, sécuriser votre compte route, faire du MFA sur les utilisateurs. La partie physique ici, c'est la responsabilité d'AWS. Donc c'est AWS qui va sécuriser les accès au data center, c'est AWS qui va sécuriser toute la partie infrastructure, c'est AWS. Ça, vous avez des outils, il y a des certifications qui sont là, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Amazon Artifact, qui est un outil qui vous permet de télécharger ces certifications-là. Ça, c'est AWS qui le fait. Les autres couches, par exemple, première couche, c'est la partie réseau. Alors, on va la trouver à deux niveaux, extérieur, à the edge, donc périphérique, et intérieur. D'accord? Donc là, c'est deux manières de sécuriser, et on va le voir tout de suite. Ensuite, on va arriver au niveau des instances elles-mêmes. Là, on parle d'instances, on parle de services qui ne sont pas managés, mais même dans la partie managée, là, on va avoir plus de responsabilités AWS qui va faire pour vous. Donc là, on va parler de comment on va patcher notre OS, comment on va détecter qu'il y a des vulnérabilités au niveau applicatif, au niveau OS qu'on va tourner sur AWS. Et ensuite, le dernier, c'est la donnée. La donnée qui est toujours de la responsabilité du client. Cette donnée-là, il faut la sécuriser. Donc, il faut sécuriser les accès, il faut contrôler les accès à cette donnée-là et chiffrer toujours vos données. Justement, on verra quand on parlera du chiffrement de données. Alors, on commence par la partie périphérique. Donc, la partie périphérique, premier service dont on va parler, c'est AWS Shield. Alors, AWS Shield, donc là, vous voyez, le standard, il y a une version avancée. Ça existe par défaut. Ça, vous n'avez rien à faire. Il n'y a pas de coût, c'est AWS qui le fait pour vous. AWS Shield, l'idée derrière, c'est de vous protéger contre les attaques DDoS.
Donc ça, c'est les Distributed Denial of Service. Donc là, c'est toutes les attaques DDoS. Vous êtes protégé avec la version standard quand vous utilisez AWS. Je vous recommanderais d'utiliser CloudFront, qui est notre service CDN, pour être inline et pour avoir cette détection-là et cette protection-là activée par défaut pour vous, sans avoir un coût, sans coût à payer de votre côté. Avec Shield Standard, vous êtes protégé à plus de 80%, on va dire 80-83% des attaques DDoS connues. Après, il y a la version avancée, Shield Advanced, qui, elle, a un coût, qui, elle, va plus loin que ces 83%, on va dire, et qui vous permet d'avoir de la visibilité sur les attaques, d'avoir des rapports sur lesquels vous pouvez vous baser pour savoir ce qui se passe au niveau de votre plateforme, est-ce qu'il y a des attaques en ce moment ou pas, d'avoir accès à des experts côté AWS qui peuvent vous aider à faire des configurations, peuvent vous conseiller. Ça, c'est une version avancée. Mais déjà, d'une manière, aujourd'hui déjà, si vous êtes sur du CloudFront, si vous utilisez AWS avec CloudFront, vous êtes déjà protégé à ce niveau-là. CloudFront qui est notre service de cache ou CDN d'une manière générale. Donc ça, c'est la partie périphérique. Première chose, DDoS. Deuxième chose, partie WAF. WAF, via le service AWS WAF, Web Application Firewall. On verra justement la partie firewalling d'un point de vue réseau. Là, on va la voir au niveau couche 7 avec du HTTPS. L'idée ici, c'est qu'AWS va vous protéger contre des attaques, par exemple du SQL injection, par exemple des bots qui vont venir scanner votre réseau, par exemple du cross-site scripting, ainsi de suite. Ça, c'est ce service AWS WAF qui vous permet de le faire. On le fait de deux manières. La première, via des règles que vous implémentez, d'accord, ou des règles qui sont proposées par AWS, des règles WAF qui sont proposées par AWS, ou bien des règles qui sont proposées par des partenaires AWS que vous pouvez utiliser directement, ce qu'on appelle les Managed WAF Rules, qui sont proposés par des partenaires dans la sécurité chez AWS, comme F5, comme Fortinet ou autres. Pour par exemple protéger un site WordPress ou autre, vous pouvez trouver des règles préconfigurées par ces partenaires-là que vous allez utiliser directement sur la plateforme. Vous activez et là, il y a un paiement as a go. Je ne l'ai pas dit, mais le service AWS et le service AWS d'une manière générale, c'est du paiement à la demande. Donc là, vous allez retrouver la même chose sur les Web Application Firewall ou AWS WAF. Donc considérez l'usage et l'utilisation d'AWS WAF pour avoir cette protection périphérique. Alors ça, c'est périphérique. Donc, si on va plus loin, maintenant, à l'intérieur de votre VPC, donc VPC, c'est Virtual Private Cloud, qui est votre réseau logique isolé, à l'intérieur duquel vous allez mettre vos instances, vous allez mettre vos services managés par AWS. Là, c'est que vous êtes isolé, donc vous êtes sur votre réseau. Maintenant, il faut considérer certaines choses d'un point de vue réseau. C'est très important pour avoir les meilleures pratiques, les best practices d'un point de vue implémentation et d'un point de vue architecture. Première chose, séparation dans les couches réseau. Vous allez avoir des services qui vont être publics et d'autres services qui vont être privés. D'accord? Donc, quand on parle d'une architecture 3 tiers web, par exemple, vous allez avoir des serveurs web applicatifs, des serveurs web qui sont des frontaux. Eux, ils vont être accessibles depuis Internet et donc on peut leur donner des adresses IP publiques. Donc, on les mettra sur un subnet public. Après, derrière, on va avoir par exemple des bases de données. Les bases de données, il faut les mettre dans des subnets ou des sous-réseaux qui sont privés. Hein, donc, on ne va pas leur donner des adresses IP publiques et ils ne peuvent pas être atteignables depuis Internet. Seuls les serveurs, par exemple, applicatifs, quand on parle d'architecture 3 tiers, peuvent avoir accès à ces bases de données. Et quand on dit peuvent avoir accès à ces bases de données, comment on peut le faire? On le fera via les security groups, qui sont des firewalls AWS qui vous permettent d'implémenter des règles firewall, source, destination, port, qui vous permet de savoir qui attaque par exemple, qui a le droit de faire des requêtes sur votre base de données, d'une manière générale. Donc on utilisera les security groups et les network ACL qui vous permettent de filtrer le trafic entre les différents subnets. D'accord? Un dernier point, c'est quand on travaille sur AWS, on est sur une région qui est un point géographique, on est sur des zones de disponibilité. Et quand on construit notre VPC, il faut construire des subnets par zone de disponibilité. D'accord? Donc, et de répartir les différents workloads sur les 2 ou 3 zones de disponibilité, notamment quand il s'agit de workloads en production où on a besoin de la haute disponibilité.
ce que vous voyez sur le schéma, on a mis un load balancer, vous voyez qu'il y a un subnet public où on a mis le load balancer, on a un subnet privé où on a mis les serveurs web frontaux qui vont être attaqués sur les deux zones de disponibilité où il y a un load balancing ou un partage de charge via l'ELB ou l'Elastic Load Balancer qui vont derrière attaquer à un serveur de base de données MySQL managé par AWS. Là, il y a un point qui est important, c'est que vous voyez un seul serveur. Moi, ce que je vous recommanderais, parce que le schéma ici, il faut le corriger, c'est d'avoir une deuxième instance en active standby pour avoir la bascule en cas où il y a une failure sur cette base de données ou sur la zone de disponibilité d'une manière générale. Donc, toujours avoir de la redondance. Okay, donc là, ce qu'il faut retenir, c'est créer des couches réseau public privé, contrôler le trafic entrant et sortant avec les sécurités groupes qui sont des firewalls stateful que vous allez avoir au niveau de vos instances et des network ACL qui sont des firewalls stateless que vous pouvez utiliser pour filtrer le trafic entre les différents sommets. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est pour la partie VPC. Maintenant, on va aller sur la partie host. Donc, la partie elle-même, on va arriver au niveau de l'instance elle-même. D'accord? Donc, quand on parle de services que vous managez par vous-même. À ce niveau-là, il faut utiliser des services AWS comme Inspector, qui est un service qui vous permet de savoir et de scanner d'une manière simple les vulnérabilités qui existent au niveau de vos instances et de vos machines, de vos OS, de vos applications d'une manière globale et de vous les afficher sur un tableau de bord qui vous permet de prendre des actions par la suite ou qui peuvent être automatisées comme actions. Ce que je vous recommande de faire, bien sûr, c'est toujours de patcher vos OS si vous l'utilisez. Si vous utilisez les services managés AWS d'une manière générale, c'est AWS qui assure cette partie-là de patch, de vulnérabilité, d'administration. Ça, c'est un avantage énorme. L'une des recommandations que je vous donnerai aussi, c'est d'utiliser des services managés AWS parce que la responsabilité de scan, de patch, de maintien, d'administration de ces services-là, c'est AWS qui le prend. D'accord? Donc ça vous permet, ça vous allège par rapport à ça et ça donne plus de sécurité, plus du service managé lui-même qui est proposé par AWS. Alors on a des services comme System Manager, je vous le mets ici, qui vous permettent, si on parle d'un service que vous managez par vous-même avec des machines par vous-même, de patcher par exemple avec Patch Manager ou d'automatiser de manière régulière la maintenance et le patch soit vos applications ou soit de vos OS. Donc il y a des services AWS qui existent pour vous simplifier la tâche à ce niveau-là. Alors, je termine avec les actions qu'il faudra prendre. On a dit utiliser CloudFront et AWS WAF à ce niveau-là. On a dit pareil pour Amazon VPC, faites la séparation, les sécurités groupes, activer les flow logs qu'on a parlé tout à l'heure. Ça, c'est des services qu'il faudra utiliser. Un dernier point que je citerai tout de suite ici, c'est la partie VPN. Pour vous connecter sur la plateforme, utilisez du VPN IPsec par exemple pour vous connecter sur la plateforme. D'accord? Ne faites pas, si vous faites depuis des postes de travail, AWS a annoncé un VPN client qui va arriver dans les semaines à venir, qu'on a annoncé à Re:event, qui vous permettra de faire du remote access sur la plateforme d'une manière générale. Voilà pour la partie host layer. Donc on va avancer, parce que j'aimerais bien arriver au niveau de la démo pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire comme service sur AWS. Quatrième point, c'est la partie protection de données, de vos données in transit et at rest. Là, elle est un peu floue là. Mais l'idée, c'est Werner Vogel, qui est CTO d'Amazon.com, qui a dit l'année dernière pendant Re:event 2017, ce que vous voyez, condense like no one is watching, encrypt like everyone is. L'idée est simple ici. Ce que je vous recommanderais de faire, et de le faire tout de suite, c'est de chiffrer toutes vos données in transit et at rest. Et AWS vous donne les moyens de le faire. C'est vraiment notre première priorité et on vous demande de le faire. L'encryption in transit, utilisez du SSL, du TLS, faites du VPN IPsec, justement je viens de vous le dire, utilisez du SSH avec des bastions qui sont vous connectés directement sur le service. Le chiffrement at rest, tout ce qui est objet, base de données, file system, disque, tout cela, vous devez les chiffrer. Toutes les données que vous stockez sur AWS doivent être chiffrées. Alors, rapidement pour les transits, pour les data in transit, alors, première chose à connaître, c'est que les endpoints AWS, les API que vous attaquez sur AWS, ils ont tous du HTTPS. Déjà, c'est le cas. Il y a du HTTPS pour attaquer les API AWS. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Première chose, appliquez la même chose sur tous vos workloads applicatifs.
Faites du TLS. Tout à l'heure, on parlait d'architecture web 3 tiers. Faites du TLS à ce niveau-là. Et utilisez des certificats pour cela. Et quand on vous dit de le chiffrer, on vous donne les moyens avec AWS Certificate Manager qui vous permet de générer des certificats gratuitement et de les associer à des load balancers, ou de les associer à votre distribution CloudFront, ou de les associer à une API Gateway. L'idée est simple, ça vous permet d'intégrer directement du TLS et du chiffrement et transit pour vos applications qui sont derrière des ELB, qui sont derrière des CloudFront, et ainsi de suite. Donc là, vous n'avez aucune raison de ne pas utiliser des certificats, ne pas utiliser du chiffrement in transit. La partie VPN, pareil, similaire. Quand vous voulez vous connecter sur la plateforme AWS, utilisez du VPN, soit VPN IPsec, OpenSSL ou autre, ou utilisez du Remote Access, utilisez du SSH, mais via un bastion. N'attaquez pas directement vos instances. Donc, l'idée est simple, pour pouvoir administrer, pour avoir accès à votre plateforme, n'y allez pas directement. De toute façon, vous n'avez pas le choix, vous devez passer par ces services-là pour vous connecter à la plateforme. Ça, c'est pour la partie in transit rapidement. On ne va pas faire des dives sur ACM, mais gardez le nom du service en tête. Je vous donnerai des références par la suite qui vous permettent de l'utiliser. Chiffrement à reste, on chiffre les volumes, on chiffre les objets et on chiffre les bases de données. On chiffre toutes les données qui sont stockées sur AWS. Et on vous donne les moyens de le faire. On vous donne les moyens de le faire avec deux services notamment qui sont AWS KMS, Key Management Service, et Cloud HSM. Je parlerai de KMS maintenant, qui c'est un service qui vous permet de chiffrer rapidement. C'est parfois juste une case à cocher quand vous démarrez une instance EC2 pour dire j'aimerais bien chiffrer mes données à reste avec KMS, avec cette clé-là qui va être gérée par AWS ou que vous pouvez vous-même ramener sur AWS. C'est un chiffrement c'est des services de chiffrement qui sont validés qui ont FIPS 140-2, Level 2, PCI ou SOC. Ça vous permet d'avoir du chiffrement rapidement sur la plateforme. Encore mieux, le service ne vous coûte $15 par clé de chiffrement master. Donc, on vous a donné aussi le moyen de le faire d'une façon rapide et simple. Donc, vous n'avez aussi aucune excuse de ne pas l'utiliser sur votre plateforme. Encore si vous avez de la compliance. Là, je ne parle même pas de compliance forte, PCI, SOC ou autre qui vous pousse à utiliser du chiffrement avec du KMS, Cloud HSM. Je vous parle même d'un use case simple. Faites du chiffrement at rest de vos données sur AWS avec KMS. Au minimum avec KMS. Voilà quelques ressources que vous pouvez voir par la suite pour aller plus loin sur la partie chiffrement, pour aller plus loin sur la partie chiffrement in transit ou at rest. Il y a pas mal de ressources. Bon, l'idée ici, ce n'est pas de faire un deep dive, mais commencez par ça et faites-le à la fin de notre présentation. Alors, on va parler de l'automatisation de la sécurité. Là, on va essayer d'aller un peu plus vite. Première chose, l'automatisation, on l'a dit, je pense que c'est quelque chose que vous faites et j'espère que vous le faites. Même en dehors de la partie sécurité, c'est d'utiliser des services d'automatisation comme CloudFormation, Terraform ou autres. L'idée, c'est de pouvoir automatiser au maximum votre déploiement sur AWS. D'accord ? Là, l'idée, c'est que vous faites avec CloudFormation, c'est de vérifier votre configuration avant même la création de vos ressources. Ce qui vous permet de vérifier en amont que ce que vous avez déployé est conforme à des règles de sécurité que vous avez déjà prédéfinies. Il y a des services, il y a des outils comme Stelligent ou autres qui vous permettent même de compiler ce CloudFormation si vous le souhaitez pour savoir ce qui correspond à des règles de sécurité de base. Vous pouvez utiliser les config rules qu'on a cités tout à l'heure pour voir vraiment à ce que je viens de déployer est conforme ou pas à mes règles, à mes rapports que je vais utiliser par la suite. L'idée derrière config rule ici, c'est de pouvoir invoquer automatiquement des actions par la suite, soit qui sont déjà prédéfinies par AWS, soit que vous définissez vous-même via une lambda qui vous permet de prendre des actions quand il y a un souci à l'intérieur de votre plateforme. Si vous avez demandé que les disques soient chiffrés qui ne le sont pas, on peut prendre une action automatique d'actionner un chiffrement ou de, par exemple, arrêter les instances, et ainsi de suite. Alors là, par exemple, j'ai un schéma d'architecture où j'utilise GuardDuty, qu'on verra juste par la suite, qui vous permettra de notifier s'il y a une threat à l'intérieur de votre plateforme. L'idée est simple, donc GuardDuty notifie via CloudWatch, donc il va dire il y a un événement, attention, j'ai détecté
une attaque ou j'ai détecté quelque chose au niveau de ma plateforme, je vais prendre un événement, CloudWatch Events, il y a déjà une logique lambda, donc bien sûr il faut l'avoir fait, parce qu'il va l'avoir écrit, qui va répondre à cet événement-là. Alors l'avantage ici c'est quoi? Il est d'où? Le premier c'est que vous avez déjà quelqu'un en plus, c'est votre ingénieur SOC supplémentaire dans votre équipe qui vous aidera à le faire. Vous n'allez pas vous réveiller à 2 h du matin parce qu'il y a ça, si vous arrivez à avoir des notifications, si vous ne les avez pas fait, vous allez voir beaucoup plus tard. Parce qu'il y a un deuxième avantage, c'est que vous allez avoir une automatisation qui va permettre de répondre en presque real time à ce qui se passe à l'intérieur de votre plateforme. D'accord? Donc de prendre les premières actions nécessaires et de vous notifier via une notification Instas par exemple qu'il y a quelque chose d'anormal qui tourne au niveau de votre plateforme. Donc ça c'est important. N'hésitez pas à mettre des mécanismes d'automatisation pour répondre à des événements de sécurité de manière générale. Donc action rapide. Infrastructure as a code, ça c'est quelque chose que vous devez faire. Là on parle de CloudFormation ou de VSSAM quand il s'agit de la partie serverless que vous verrez justement après ma session. D'utiliser config rule, d'utiliser inspector pour détecter les vulnérabilités qu'on a vues tout à l'heure quand on parlait de host based et de répondre à ces actions-là directement via des lambda ou via une logique business que vous pouvez mettre sur des conteneurs, sur des instances EC2 ou autres. Lambda, pourquoi? Parce que c'est une action rapide qui va suivre un événement et que vous n'avez pas besoin d'avoir une instance EC2 qui tourne tout le temps pour répondre à cet événement-là. Donc c'est assez simple, assez rapide à utiliser. Alors le dernier point avant d'aller sur la démo, on va voir un peu de démo quand même, un peu de live, ça nous permet d'avoir, on est en live mais ça nous permet de changer des slides, on va dire, de la théorie, c'est de préparer la partie sécurité, de vous préparer sur les événements de sécurité. Vous avez fait tout ce qu'on vient de dire, par contre, il peut y avoir un événement. Un événement, ça peut arriver tout le temps, on peut prévoir. On va dire, le risque zéro, comme on dit, n'existe pas, donc il faut toujours prévoir ce risque-là, il faut toujours avoir une procédure derrière qui vous permet de répondre à certains problèmes. Donc là, on a dit ce qu'on vient de faire, on vient de faire la partie préventive, c'est-à-dire prendre des actions en amont de ce qui se passe. On parle de la partie détective, c'est-à-dire détecter en live ce qui est en train d'arriver sur la plateforme. Tout cela, vous devez planifier, d'accord? Mais il se peut que vous n'ayez pas vraiment vu tout et vous n'avez pas vraiment planifié tout. Donc l'idée, c'est vraiment de vous prendre des procédures, d'écrire des procédures, des runbooks qui vont être utilisés pendant un événement de sécurité. D'accord? Donc, il faut planifier. Donc, on parle de clean room, on parle un certain nombre de choses qu'il faudra faire. Par exemple, créer un compte de sécurité supplémentaire sur lequel vous allez prendre des actions d'automatisation. Si, par exemple, demain, il y a une instance EC2 qui est attaquée, ce qu'on appelle le forensic, l'idée, c'est quoi? C'est où vous pensez que cette instance EC2 est suspicieuse. Ah, bah, dans ce cas-là, ce qu'on pourra faire, c'est de l'isoler, de la mettre sur un deuxième VPC ou même sur un deuxième compte de sécurité qui est prévu à cet effet-là, qui a été créé pourquoi? Parce que c'est pour les cas où vous n'avez pas prévu d'action immédiate. Donc l'idée, c'est de pouvoir sortir cette instance-là de ce compte-là. Quand on dit prendre cette instance-là, sortir, par exemple, prendre des snapshots sur cette instance-là et l'arrêter. Hein, d'accord? On ne peut pas déplacer comme ça une instance d'un compte à un autre, mais prendre des snapshots pour l'isoler sur d'autres comptes et prendre des actions immédiates avec des services, avec des outils de scan, des outils de sécurité qui sont là, que vous allez pouvoir utiliser par la suite. D'accord, donc de préparer ça, préparer des scénarios, préparer des procédures, déployer des outils qui peuvent vous être, ou bien vous les prédéployer en amont, ou bien vous mettez des templates CloudFormation ou autres qui permettent de les déployer quand on en a besoin, prévoir des game days, on peut avoir des game days qui sont dans la partie sécurité, faites des scans de vulnérabilité assez quotidiennement, il y a des clients même qui peuvent même faire appel à des sociétés de sécurité qui peuvent leur faire ces game days-là et qui peuvent faire des game days orientés sécurité avec des attaques orientées sécurité, bien sûr à planifier avec eux. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire en amont, bien sûr, mais que vous pouvez utiliser par la suite. Et c'est un travail itératif, toujours. On commence par quelque chose qu'on vient de voir aujourd'hui et on itère pour améliorer par la suite au maximum la sécurité. Et comme je vous dis, le risque zéro n'existe pas. On doit réduire au maximum ce qu'on fait sur la plateforme. Voilà pour les actions, voilà pour les quelques points théoriques. Alors, on va passer à la démo. Alors, sur la démo, ce que je vais
montrer, c'est GuardDuty. GuardDuty, rapidement, on ne va pas faire de deep dive. L'idée ici, c'est que GuardDuty se base sur 3 types de logs qui va analyser en continu les CloudTrail Events, dont je viens de parler, pour les activer, pour les utiliser. Activez-les même si vous allez utiliser GuardDuty, bien sûr. Les VPC Flow Logs, qui sont les logs réseau, et les requêtes DNS, ou les logs des requêtes DNS qu'on va utiliser sur GuardDuty. Donc GuardDuty va se baser sur ces 3 logs-là, elle va les analyser, elle vous permettra d'avoir une détection de thread d'une manière générale. Des détections de thread, ça peut être des choses du type, il y a un scan de port sur votre plateforme, il y a quelqu'un qui est en train de scanner les différents ports ouverts, ça peut être quelqu'un qui est en train de faire une brute force attaque sur votre instance, ça peut être pour essayer des mots de passe, ainsi de suite. Ça peut être quelque chose qui se passe à l'intérieur de votre plateforme. On a réussi à récupérer des clés pour se connecter, donc on fait du Bitcoin mining. Donc là, on est en train de faire du mining au niveau de votre plateforme sans que vous vous rendiez compte. Donc l'idée ici, c'est que GuardDuty vous permettra de voir ce qui se passe. Il permettra de voir est-ce qu'il y a un trafic suspicieux à l'intérieur de votre plateforme, ainsi de suite. Et il va voir aussi les comportements bizarres qui peuvent arriver. Quelqu'un qui se connecte depuis Singapour, où il y a une connexion sur Singapour, alors que vous ne vous connectez jamais depuis Singapour, que la plupart de vos connexions arrivent de Paris. Donc quelque chose qui est assez intéressant et important à connaître. Donc on va aller sur la console AWS et on va essayer de voir ensemble GuardDuty. Donc là, je suis sur la plateforme. Là, je suis sur la console AWS. D'ailleurs, je suis sur la région de Stockholm, qui est la région qu'on a lancée hier. Là, je vais sur l'une des régions que j'ai utilisées récemment, qui est l'Irlande. Donc ici, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va aller sur GuardDuty. Donc là, c'est la console AWS de manière générale, si vous ne la connaissez pas. On va aller sur 2 services. Le premier, GuardDuty. On va voir la console. Alors GuardDuty, moi je l'ai activé. Vous, quand vous allez arriver sur le compte, sur votre compte, vous allez peut-être, si vous ne l'avez pas activé, ça va être très simple. C'est juste un bouton. Malheureusement, j'ai activé sur la plupart des régions de AWS, je pourrais vous montrer. C'est un bouton, juste un bouton que vous faites et vous donnez les droits à GuardDuty de lire et d'avoir l'accès à CloudTrail, VPC Flow Log et DNS Log. C'est tout simple. Et à partir de là, on continue, il est en train d'analyser. Alors, pour mon cas, vous voyez, il y a un certain nombre de ce qu'on appelle des findings, donc il a trouvé un certain nombre de threads. Alors, moi, j'en ai généré quelques-unes, mais il y en a que je n'ai pas généré. Je vous donne un exemple. Ici, c'est un thread. Là, quand on clique, on arrive ici. Là, vous allez voir qu'il y a l'événement qui est arrivé. Ici, on est en train de scanner des ports sur des machines EC2 que j'avais démarrer en public. Donc je peux avoir des détails là. Donc la date c'était le 11 novembre. Donc du coup ça le 9 novembre pardon. Enfin là c'est plutôt quand l'événement a été créé. Là on va voir d'où est-ce que viennent. Donc je parle de Singapour par hasard, mais là vous voyez c'est Singapour qui est en train de, c'est la localisation depuis où vient de l'attaque ou depuis où vient ce scan d'adresse sur mes instances EC2. J'ai l'adresse IP, si je peux l'utiliser par la suite, l'organisation à partir de quel AES-Snapper réseau, ainsi de suite. J'ai reçu cette attaque-là. Un autre événement qui est simple, là c'est moi-même qui était, il y a 15 jours, je me suis connecté apparemment je ne me connecte pas d'ici, effectivement j'avais utilisé un VPN où cette semaine-là j'étais en Allemagne, je me suis connecté sur mon compte. Là, pour lui, il y a une analyse de comportement et il se dit Walid ne se connecte pas sur la plateforme depuis l'Allemagne. Donc je suis à Paris, je ne me connecte pas depuis l'Allemagne. Donc là, il y a un événement qui dit Walid ne se connecte pas depuis l'Allemagne. Donc il y a un événement, il me déclenche un événement. Pareil ici, je crois que j'étais à Lyon. Effectivement, j'étais à Lyon. Là, il me dit Walid, attention, vous êtes connecté à Lyon et j'avais utilisé, je suis passé par le réseau BLI pour pouvoir se connecter sur ce compte. Voilà quelques événements. D'autres événements que vous pouvez voir ici. Là, c'est des événements que j'ai générés pour notre démo aujourd'hui. J'ai pris des instances EC2, j'ai généré des attaques que vous voyez ici pour vous montrer les quelques findings qu'on peut trouver sur AWS. Donc là, avec GuardDuty. Donc là, c'est quelques attaques. Par exemple, je fais du SSH brute force depuis une machine vers une autre machine. D'accord? Donc ça vous permet d'avoir ce détail-là, de savoir quelle est la machine qui attaque, quelle est la machine qui a été cible, ainsi de suite. D'accord? Donc ça, c'est une information importante.
quelque chose d'important, c'est que là, on va vous notifier les instances, on va vous notifier l'événement. Ce qui est encore mieux, c'est que cette notification-là, on va l'associer à un événement CloudWatch qui va lui-même faire appel à une lambda qui, elle, va prendre l'action de dire je prends l'événement, je sais quelle est la source de l'attaque, je sais que c'est cette machine-là, et je sais que c'est cette machine, par exemple, qui est attaquée. Donc, dans ce cas, ce que je vais faire, je vais arrêter l'instance, on va dire source, qui est en train de faire des attaques sur mes instances. Je peux appliquer des règles de sécurité firewall, je peux faire des choses pour éviter ou arrêter l'événement en cours. Voilà. Donc là, il y a pas mal d'instances que j'ai ici, par exemple un port scan ici qui est fait. Je peux savoir quelles sont les interfaces, quelles sont les instances qui sont en train de scanner à ma machine, qui sont en train de scanner mon réseau. Si demain vous installez par erreur ou s'il y a quelque chose qui arrive sur une machine que vous utilisez, tout cela, GuardDuty vous permet de les avoir d'une manière simple et rapide. Vous pouvez avoir plusieurs comptes à l'intérieur. On ne va pas faire du deep dive sur le sujet, mais l'idée c'est que GuardDuty, ça vous permet d'avoir une vue rapide sur ce qui se passe, rapide et profonde, sur les attaques ou sur les threats qui sont listés d'ailleurs sur AWS, que vous pouvez retrouver dans la documentation de GuardDuty. Un autre service qu'on va voir juste maintenant, c'est Security Hub. Alors, Security Hub, c'est un service qu'on a lancé à re:Invent il y a 2 semaines. C'est un service qui est en preview, mais que vous pouvez utiliser dès maintenant. C'est un service qui, quand on dit en preview, c'est qu'il n'est pas encore en general availability, qu'il est encore, on est toujours en train d'avoir plus de feedback de la part de nos clients pour encore améliorer le service en continu. D'ailleurs, vous pouvez même le faire par la suite. Si vous voyez qu'il y a des choses qui manquent ou vous voyez quelque chose qui ne fonctionne pas bien, vous pouvez nous la ramener. Alors, Security Hub, comme je vous le disais, ça vous permet d'avoir un dashboard, comme vous pouvez le voir ici, qui vous permet d'avoir la plupart des findings. En se basant sur quoi? Pour moi, j'ai activé la récupération de logs depuis GuardDuty, depuis Inspector et depuis Mail ici, pour les centraliser ici. Alors, avant de parler de ces findings-là, quelque chose que je vous recommande de faire, on a parlé des actions rapides à faire, YAM, root account, MFA, ainsi de suite. Il y a ce qu'on appelle le CIS, on va le voir tout de suite ici. Alors, quand vous l'activez ici au niveau de Security Hub, le CIS, ça vous permet, c'est une compliance qu'on utilise sur AWS. Il y a 43 vérifications automatisées qui est faite par AWS. Donc là, j'ai exprès fait des actions pour vous montrer quel type de choses vous pouvez voir sur la plateforme. Par exemple, on a dit ne pas utiliser le root account. D'accord? Donc là, je suis en train de le faire. D'accord? Là, je le fais parce que c'est des comptes AWS, c'est pour le but de la présentation. Je n'ai pas, par exemple, défini les password policy que je dois mettre à l'intérieur de plateforme. La Security Hub vous permet de voir directement qu'il y a une règle qui n'a pas été respectée. L'idée, c'est de faire la démo. Moi, je n'utilise pas, je le fais nativement sur la plupart des comptes que j'utilise sur AWS. L'idée, c'est pouvoir le faire et d'avoir une vue rapide sur la plateforme. Par exemple, activer CloudTrail sur la plupart des régions AWS. Là, check, compliant. Là, je n'ai pas assuré un minimum de password plus long que 14 caractères. Hop, check. D'accord? Donc, ça vous donne un certain nombre, il y a un certain nombre de règles CIS. On disait qu'il y a 43 règles. C'est simple. Il y a la présentation que je voulais vous dire. Je pense que vous avez pris des notes et on vous enverra la présentation. Mais vous pouvez aussi aller ici et rapidement avoir une vue globale sur les comptes AWS et comment on peut encore mieux les sécuriser. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout de suite après la présentation. Donc, après, vous pouvez voir à quel pourcentage vous êtes compliant et à quel pourcentage vous ne l'êtes pas dans la plateforme. Ensuite, on peut avoir une vue sur les services, comme GuardDuty. Alors là, il va nous renvoyer sur GuardDuty. Ce n'était pas mon but. Donc l'idée, c'est d'avoir des findings ici. Hop, on va revenir sur Security Hub. Et là, vous voyez, hop, on va les voir ici dans les findings. Donc là, il y a les findings sur lesquels on va trouver ce que je viens de vous montrer tout à l'heure sur GuardDuty. Donc là, il y a une brute force attaque qui a été faite par une instance. On peut cliquer ici pour voir. On peut avoir un résumé, pratiquement le même résumé que j'avais sur GuardDuty. Ça vous permet de savoir quelles sont les ressources qui sont attaquées, quels sont les services que vous devez protéger par la suite. Donc là, vous avez
un endroit, parce que je parlais de service par ici, Inspector, je parlais de GuardDuty, ainsi de suite, mais là, vous pouvez les avoir directement à l'intérieur du Security Hub. Ça vous permet de rapidement prendre des actions et d'être, si vous êtes quelqu'un de la sécurité ou si vous ne connaissez pas la sécurité, d'aller directement à un point central pour travailler et pour avoir un tableau de bord. On continue parce que c'est un service, quand vous l'activez, il est en continu sur la plateforme et vous pouvez même créer vos propres dashboards pour pouvoir les utiliser par la suite. Alors j'ai un dernier point à vous montrer avant de terminer, c'est l'automatisation dont je vous parlais. Donc là, on va le faire ensemble. Donc je vais vous montrer en passant par CloudWatch Events. Déjà, j'avais créé un événement qui se base sur les appels API, les appels API que vous allez mettre sur la plateforme. On va prendre un exemple simple. Je vais vous montrer les règles. Donc là, c'est une des règles. Donc là, j'ai mis une règle qui est la suivante. Je déclenche cet événement-là à chaque fois qu'il y a un run instance, donc à chaque fois qu'il y a un appel API qui dit je démarre une instance EC2. L'idée derrière cet événement-là, c'est de vérifier est-ce que j'ai chiffré ou pas les volumes associés à mon instance EC2. D'accord? Donc c'est ce que je vais essayer d'utiliser avec cette action-là. Donc je vais l'activer parce que je l'ai désactivé. On va l'activer ensemble. Donc là, elle est activée. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller par la suite. J'ai créé bien sûr une instance EC2, une lambda, une fonction lambda que je vous montre rapidement. Donc là, il y a une fonction lambda qui permet de récupérer l'événement en question, de voir ce que l'instance, de voir les volumes qui sont associés à cette instance-là et de soit arrêter l'instance quand elle a démarré. Avant même que l'instance d'ailleurs démarre, on va l'arrêter. On va le faire rapidement et on va terminer avec la démo. Donc là, je lance une instance. J'ai déjà une instance qui tourne. Des instances qui tournent. Je vais prendre cette instance-là. Je ne vais pas faire grand-chose. Je vais faire suivant. Vous voyez ici, c'est là où on peut ajouter des volumes, comme je vous disais, qu'on peut les chiffrer. D'accord? Donc là, vous voyez, hop, on ne chiffre pas. J'avance sur... J'applique des règles de sécurité par défaut. L'idée, c'est de montrer qu'il y a un événement qui va être déclenché. Donc là, je vais démarrer une instance. Voilà, je viens de démarrer mon instance. Je vais voir cette instance qui va démarrer. Voilà, elle est en train de démarrer. Ce que je vais voir, ce que vous allez voir par la suite, c'est que là, je n'ai pas chiffré mes disques. Ce qui va se passer, c'est que là, on est en train de démarrer les instances. On est en train de voir les checks initiaux pour démarrer l'instance. Une fois que l'instance démarre, il y a un événement là qui a été déclenché qui va être récupéré par l'API et par CloudWatch Events. CloudWatch Events, il va déclencher une lambda et la lambda va vérifier si cette instance-là, elle a des disques chiffrés ou pas. Si elle a des disques chiffrés, on continue. S'il n'y a pas de disques chiffrés, j'arrête la machine. Donc ça, c'est une action automatisée. Si vous avez une compliance forte, vous pouvez le faire de cette manière. Bien sûr, il y a d'autres moyens de le faire, mais ça, c'est une action, par exemple. Là, je viens de le faire manuellement. Vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez déployer une instance avec un template CloudFormation, et dans ce CloudFormation template, vous allez dire clairement, je démarre avec des instances, avec des disques chiffrés. D'accord? Donc, ce qu'on a dit en amont. D'accord? Vous pouvez, bien sûr, avoir de la détection après, en aval, sur l'instance. Là, on va voir l'instance. Voilà. Donc là, l'instance est arrêtée. Ah, elle n'a pas démarré, tout simplement parce qu'il y a une lambda qui s'est déclenchée et qui a été appelée par CloudWatch Events. Les disques que j'ai ici ne sont pas chiffrés. L'instance, elle vient de s'arrêter parce que ça ne correspond pas à une compliance que j'ai mise en place. Voilà pour les démos. On vient de voir 3 points. Le premier, c'était GuardDuty. Donc je reviens sur la présentation. Hop. Le premier, c'est GuardDuty, qui vous permet d'avoir une vue et de faire de la détection de threats sur, vous voyez, il y a le nombre de threats qui est ici, qui va augmenter continuellement, permet de voir en se basant sur des logs CloudTrail, VPC Flowlog et des Log sur AWS, Security Hub qui nous permet d'avoir un dashboard et une partie de l'automatisation, un exemple d'automatisation de la plateforme. Alors, les solutions de sécurité sur AWS, ils sont assez diversifiées. Quand je vous dis que la sécurité est notre première priorité, c'est effectivement le cas et on vous donne les services et les outils nécessaires
pour pouvoir l'utiliser. Donc là, vous voyez un certain nombre de services. On vient de voir une petite partie, il y a beaucoup plus que ça. Donc je vous invite à les voir par la suite. Et il y a de la documentation qui est assez riche sur AWS. On peut aller encore plus loin en utilisant l'écosystème de partenaires de sécurité qui ont une expertise aussi à vous apporter soit sur AWS via la marketplace AWS ou bien via les services qui peuvent vous proposer en direct. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser sur la plateforme. Comme je vous dis, plus on a de couches de contrôle, et mieux on est, bien sûr, sans ajouter de la complexité qui va être à l'inverse, qui va vous être défavorable. Alors, ça c'est juste un summary. On vous enverra, je pense, la présentation. Derrière, il faut considérer tous les points dont je viens de vous parler. D'accord? Donc c'est important à considérer les root accounts, CloudTrade, le chiffrement adresse, l'automatisation de la sécurité, l'automatisation de manière générale, les règles YAML, ne pas utiliser des tokens physiques, des tokens statiques sur votre code et les publier sur des kits externes ou autres. Voilà, ça c'est des points rapides que vous pouvez utiliser. Envisagez l'utilisation de GuardDuty, c'est un outil très intéressant qui pourra vous aider. Pour finir, c'est juste une introduction qu'on vient de voir. Vous avez du training, là je vous pointe sur un training que vous pouvez utiliser, qui est online et qui est gratuit, qui vous permet d'aller peut-être de reprendre ces fondamentaux de sécurité sur AWS, mais vous pouvez trouver, il y a pas mal de pages sur AWS, notamment ces deux pages-là, où vous allez trouver des white papers qui sont sur la sécurité d'une manière générale. Lisez-les, il y a plein d'informations, il y a plein de détails qu'on ne pourra pas aborder, qu'on ne peut pas aborder en une heure, qui vous permettent d'aller encore plus loin. Donc il y a ces ressources-là, plus les liens que j'ai mis dans la présentation. Voilà de mon côté, je ne sais pas s'il y a des questions. Donc bon, là, il n'y a peut-être pas de questions. On va arrêter là. Prochaine session, c'est le serverless. Avec Guillaume, on va l'intituler de la session et mettre le serverless au profit de vos applications. Restez avec nous, ça va être aussi passionnant que la sécurité. Merci à vous tous et bonne soirée.